La communication interpersonnelle, c'est le processus qui est en œuvre lors d'un échange de propos entre deux personnes ou plus. Sa forme la plus simple et la plus courante est le dialogue. Au premier abord, ce processus nous paraît simple, voire simpliste, et en général, nous avons tous plus ou moins le sentiment de bien le connaître. Et nous pouvons très bien nous dire qu'il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Mais à y regarder de plus près, il donne toujours lieu à un certain nombre de phénomènes et mécanismes particuliers que nous allons examiner maintenant. Chez Formé Plus Haut, nous avons l'habitude de présenter cela au travers d'un exemple simple, mettant en scène Alain et Basile, deux petits personnages se tenant face à face, en train de dialoguer sur un sujet quelconque. Ici, Alain va entamer le dialogue et Basile va lui répondre. Que se passe-t-il au juste? Eh bien, en apparence, Alain dit ce qu'il a à dire. Pendant ce temps, Basile l'écoute. Puis, quand Alain a fini de parler, c'est Basile qui prend la parole pour dire lui aussi ce qu'il a besoin de dire en réaction aux propos d'Alain, et ainsi de suite jusqu'à la fin du dialogue. Voilà, terminé, tout est dit, pas besoin d'en faire tout un plat. Mais dans ce cas-là, comment expliquer qu'il puisse exister ce qu'on appelle des quiproquos, voire des malentendus? Et comment, toujours en pareil cas, expliquer que nous avons parfois une fâcheuse tendance à rejeter la faute sur l'autre, sur un mode allons, je le vois bien, vous avez eu l'air de dire ceci ou cela. Pas du tout, c'est vous qui déformez mes propos. Pour y voir plus clair, nous allons isoler une séquence du dialogue entre Alain et Basile. Nous choisirons celle, au tout début de leur conversation, où Alain commence à parler pendant que Basile l'écoute. Examinons donc cette courte séquence au ralenti en quelque sorte, pour mieux la décortiquer. Nous allons voir que pour qu'Alain parle et que Basile écoute, cela suppose un certain nombre de choses. Premièrement, Alain émet le message. Tout d'abord, juste avant de parler, observons que le plus souvent, en dehors des phénomènes de type parler pour ne rien dire, Alain a en principe une intention. L'intention d'Alain ici, c'est tout simplement ce qu'il a en tête et qui va le pousser à parler. Mais en dehors des cas extrêmes, il est somme toute assez rare qu'une intention débouche directement sur de la parole. En effet, notre représentation du monde, et donc notre pensée, passe le plus souvent à travers un certain nombre de filtres. Le message d'Alain devra donc passer par ces filtres, mais en quoi consiste-t-il au juste? En fait, on en dénombre habituellement au moins 3 catégories. Tout d'abord, il y a les filtres sensoriels et neurologiques. Ils dépendent de notre système nerveux ainsi que du fonctionnement de nos organes et des sens. Tout ce qui influe sur la façon dont nous percevons et considérons le monde qui nous entoure. Par exemple, imaginons qu'Alain a une vue perçante qui lui fait entrevoir dans le paysage environnant un détail qui apparemment a échappé à Basile. Ou encore, supposons qu'Alain a une déficience auditive qui lui a fait comprendre de travers une phrase qu'il vient d'entendre à la radio. Ensuite, il y a les filtres socioculturels. La culture de notre groupe d'appartenance contribue largement à former, voire déformer, notre vision du monde. Par exemple, si Alain a tout simplement l'intention de saluer son interlocuteur, cela prendra des formes bien différentes selon que la scène se déroule au Japon, aux États-Unis, en France ou au Groenland. Et enfin, nous pouvons mentionner les filtres personnels. Ils nous ont été apportés par notre éducation, l'influence des figures parentales et également nos expériences de vie. Ils influencent notre manière de considérer notre place dans le monde, ainsi que celle des autres. Pour prendre encore un exemple, imaginez qu'Alain a toujours entendu dire par son entourage qu'il convient de s'adresser à ses interlocuteurs d'une voix égale et empreinte de la plus profonde humilité, quelles que soient nos intentions, et il est très influencé par cela. Une fois que l'intention est passée au travers des filtres d'Alain, et ceci sans qu'il en ait lui-même conscience le plus souvent, Alain va effectivement se mettre à parler. Cette phase s'appelle l'émission. C'est l'acte d'émettre un message. Deuxièmement, Basile reçoit le message.
Nous abordons maintenant la phase dite de réception, celle où Basile va donc recevoir le message. Tout d'abord, pour que Basile puisse entendre, cela suppose l'absence de parasites. En communication, on appelle cela des bruits. Lorsqu'un bruit advient, cela nuit bien entendu à une réception correcte du message. Il est à noter qu'en communication, on entend par bruit tout ce qui peut entraver un bon déchiffrage du message émis. Si par exemple, une ambulance passe toute sirène hurlante, je disais si par exemple, une ambulance passe toute sirène hurlante pendant l'émission du message, eh bien on appellera cela un bruit, bien sûr. Mais curieusement, ici le terme de bruit englobera également tout ce qui peut faire obstacle, y compris l'apparition d'un élément perturbateur, ou même distrayant, dans le champ de vision de Basile. Et pas seulement de vision. Une odeur de brûlé, par exemple, pourra le faire craindre un début d'incendie, au point que Basile ne sera même pas en condition, ne serait-ce que de percevoir le message. Supposons maintenant une absence de bruit, donc, et voyons ce qui se passe ensuite. Eh bien, le message parvient à entrer dans les oreilles de Basile, c'est la réception proprement dite. Notons que c'est l'ensemble émission-réception qui constitue ce qu'il est communément convenu d'appeler le message. De la même façon qu'Alain avait, souvenez-vous, ses propres filtres qui intervenaient juste avant l'émission du message, eh bien, Basile possède lui-même ses propres filtres de réception cette fois-ci. Ceux-ci interviennent immédiatement après la réception proprement dite et peuvent être répartis exactement dans les mêmes catégories que les filtres d'émission. Souvenez-vous, ce sont les filtres sensoriels, socioculturels et personnels. Enfin, une fois les filtres passés, le message, qui, rappelons-le, avait été déclenché par une intention dans l'esprit d'Alain, produit dans l'esprit de Basile ce qu'on appelle un effet. Ouf, c'est tout, allez-vous peut-être vous dire. Eh bien en fait, pas tout à fait. Si on veut être complet dans notre descriptif, il convient d'y ajouter au moins 3 autres facteurs. Le premier de ces facteurs s'appelle le feedback. Pris dans son sens littéral, ce mot signifie être nourri en retour. Il s'agit là de toutes les manifestations, notamment visuelles ou sonores, qu'un interlocuteur pourra éventuellement produire, fût-ce discrètement, pendant l'émission d'un message. Cela peut consister en petites onomatopées ou mimiques d'étonnement, surprise, colère, sympathie ou que sais-je encore. Ces manifestations sont très précieuses pour l'émetteur du message, qui pourra, s'il le souhaite, s'efforcer de vérifier qu'il a été bien compris, sur un mode « J'ai l'impression que ce que je viens de dire provoque une réaction chez vous, est-ce que je me trompe ?» Le deuxième de ces facteurs, eh bien, c'est tout simplement le contexte dans lequel cet échange a lieu. Sommes-nous en intérieur? Chez un particulier? Chez Alain peut-être? À moins que ce ne soit chez Basile, ou chez un ami commun, ou sur leur lieu de travail, dans une chambre d'hôpital, un lieu public, en voiture. Sont-ils seuls ou bien en présence de témoins? Il est aisé de comprendre que tous ces éléments peuvent changer, modifier, voire biaiser les choses. Troisième facteur, le canal. Le canal, c'est par où passe le message. Dans l'exemple que nous venons de voir, le message est émis par les cordes vocales d'Alain, puis véhiculé par les vibrations de l'air, pour enfin atterrir dans l'oreille de Basile. Mais comme nous le savons, il est possible de communiquer autrement, par courrier, téléphone, téléconférence, que sais-je encore. Là aussi, il est aisé de comprendre que le canal employé peut, lui aussi, influer sur le cours des choses, et ceci à tous les niveaux, durant tous les stades de notre communication. Voilà, dans quelques secondes, la séquence reprendra son cours. Ce sera au tour de Basile de parler et au tour d'Alain d'écouter, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'échange. J'espère qu'il est maintenant plus clair pour vous qu'entre l'intention d'un locuteur A et l'effet produit sur un locuteur B, il y a au moins 10 chances que la flèche rate sa cible en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut la faire dévier de sa trajectoire?
Eh bien, disons un certain nombre de courants d'air provoqués par un ou plusieurs filtres d'émission, l'émission en elle-même, un bruit, ou plus largement n'importe quel type de parasite venant inopinément troubler ou masquer le message, la réception en elle-même, et un ou plusieurs filtres de réception. L'écrivain Bernard Werber a très bien décrit cet état de choses avec l'aphorisme suivant. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même.